Bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir. Alors ce soir nous accueillons un journaliste, un écrivain, j'emploie exprès le masculin neutre, qu'on ne m'en veuille pas, c'est l'âge, mais aussi un commissaire, parce qu'en fait Michel Fitoussi est un peu un compagnon de route, je reste au masculin neutre. Tu vas voir, je vais dire pourquoi. Du musée depuis longtemps et notamment parce qu'elle a été la commissaire de l'exposition sur Helena Rubinstein, à laquelle, donc en 2019, à laquelle une dizaine d'années avant, elle avait consacré une magnifique biographie. Vous vous en souvenez peut-être. En tout cas, c'est une exposition qui a eu beaucoup de succès. Et je dois dire que je ne connaissais pas bien Michel à l'époque, mais ce travail commun m'a laissé un souvenir très ému, très agréable. C'était une exposition très heureuse. Et donc, on est évidemment très content de l'accueillir, notamment pour évoquer La famille de Pantin, qui est un livre qui, personnellement, m'a bouleversé, qui tisse, mais je vais laisser Keren El-Kaïm en parler, l'histoire familiale et la grande histoire, la France et la Tunisie, toutes choses qui me touchent personnellement, mais qui, je crois, toucheront beaucoup d'entre vous, qu'ils aient ou pas des liens avec la Tunisie. Alors, pour discuter avec Michel, donc Keren El-Kaïm, qui est journaliste à Livre Hebdo, et puis qu'on peut entendre dans de nombreuses institutions culturelles comme la Maison de la Poésie ou le Mémorial, mais je leur laisse la parole. Merci beaucoup Paul Salmona. Alors bonsoir à tous et bonsoir Michel Fitoussi. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce soir. Alors Michel Fitoussi, vous allez le voir, elle possède plusieurs vies. Elle est née en 1954 à Tunis et elle n'était qu'une petite fille quand elle est arrivée en France. Après des études de Sciences Po Paris, elle est devenue pigiste, a fait de nombreux voyages et petits boulots avant d'entrer au magazine Elle dans les années à la fin des années 80. D'habitude, l'ancienne journaliste et éditorialiste se consacre plutôt à la vie des autres, une tradition qu'elle a poursuivie à travers des personnages imaginaires dans ses romans, comme par exemple Un bonheur effroyable ou Victor, mais aussi à travers de fortes personnalités qu'elle a décrites dans des biographies consacrées notamment à la famille Oufkir, Helena Rubinstein, on en a parlé, ou la journaliste Janet Flanner. Cette fois, elle lève le voile sur sa propre histoire et celle des siens dans La famille de Pantin aux éditions Stock, où vous allez le voir, au-delà de ses fantômes et de ses proches, elle ravive l'histoire méconnue des Juifs de Tunisie. Alors, vous allez voir, j'ai un petit appareil, c'est très moderne. Hop. Ah, c'est moi. Eh oui. Alors là, on découvre Michel à 4 ans. Alors, vous l'écrivez dans ce livre, Michel, mes archives de l'époque tiennent dans une petite boîte en carton. Des photos en noir et blanc au bord dentelés comme des timbres en font partie et vous allez en voir tout au long de cette rencontre parce qu'on va feuilleter cet album ensemble. Alors, l'auteure islandaise qui s'appelle Odorava Ólafsdóttir écrit que c'est compliqué de résumer une vie, que la vie, c'est une succession de chapitres, un enchaînement de fragments. Qu'est-ce qu'il reste en vous de cette petite fille et de sa toute petite enfance en Tunisie ? Il reste des odeurs, il reste des sons, il reste un amour immodéré pour la Méditerranée, je l'ai écrit dans le livre, ma matrice, mon berceau. C'est l'endroit où je me sens le mieux au monde, c'est mon pays en fait. Que ce soit la Tunisie, que ce soit la Grèce, que ce soit tous les pays qui bordent cette mer maternelle. Bien sûr, les clichés, le soleil, etc. Et puis, je parlais de son, je parle de cette langue judéo-arabe que mes grands-parents parlaient, mes parents un peu moins, qui m'a bercée quand même. Je pense à la cuisine. Je pense, quand je parle d'odeur, je pense à la cuisine, bien sûr. Il y a longtemps, je m'étais dit qu'il fallait écrire un grand dictionnaire des odeurs de la Tunisie, qui sont, voilà, bien sûr, le jasmin, les figuiers, mais aussi des mauvaises odeurs, il y en a. Voilà, c'est tout ça qui me reste. C'est très sensoriel, en fait, très, très sensuel. Mais quand même, il y a des flashs. Bon, j'avais 5 ans quand je suis partie. Je suis née en 54. Je suis partie en fin 59 pour la France. Je suis retournée en Tunisie pas mal de fois.
cette petite fille, cette photo, voilà, elle reste gravée en moi. Et d'ailleurs, la photo a été prise devant l'immeuble où habitaient mes grands-parents. À l'époque, c'était le boulevard Philippe Thomas, pas très loin des jardins du Belvédère. Et voilà, quand j'y suis retournée l'année dernière, c'était devenu une banque. Et je n'ai rien reconnu. Le palmier était beaucoup plus grand. Comme vous d'ailleurs, voilà, un petit peu plus grande absolument. que la photo. Alors justement, vous aviez à peu près cet âge-là quand vous avez appris à lire. Vous avez appris à lire dès l'âge de 4 ans. Pourquoi est-ce que la lecture est restée, comme vous l'écrivez, un antidote au chagrin, à la solitude, à l'anxiété et à la mélancolie? C'est comme l'air que je respire. C'est comme voilà, c'est comme l'eau que je bois. Ça m'est totalement indispensable. J'ai eu la chance d'avoir des parents et un père surtout qui m'ont vraiment beaucoup encouragée à aller très loin et mon père m'a appris à lire. Effectivement, j'avais 4 ans et je crois pas, depuis cet âge-là, et j'en ai un peu plus quand même, je me vois plus pas sans un livre en poche, un livre à la main. Je ne sais pas vivre sans lire, quoi. Vous me mettez n'importe où avec un livre et je peux rester des heures, des mois, voilà, dans une île déserte. Dans une île déserte, j'emporterais quoi? J'emporterais un Kindle, parce que je peux maintenant mettre, grâce à la magie de la liseuse, toute ma bibliothèque. Ce qui est très précoce chez vous aussi, c'est le goût et le don de l'écriture, puisque vous avez su très tôt que ce serait votre métier. Comment vous l'avez senti et pourquoi vous êtes orienté d'abord vers le journalisme? Comment, j'en sais rien. Je sais que c'était totalement indissociable des livres que je lisais. Je devais me dire à l'époque, si des gens sont tellement formidables pour écrire ces livres, peut-être que moi je pourrais aussi faire ça. Et puis voilà, au fur et à mesure de mes lectures, je me disais, bon, je serais écrivaine, je disais déjà quand j'avais 5-6 ans. Voilà, Paul, je mettais déjà les noms masculins au féminin. Et puis, je sais pas, le journaliste, tout d'un coup, m'a parlé, peut-être parce que j'ai lu Tintin, Rouletabille, et que je me disais que pour une fille, ça serait vraiment formidable de faire ça aussi. Très vite, très vite, ce sont les métiers que j'ai voulu faire et tout le monde m'a encouragée. J'ai eu cette chance-là aussi. À travers ce métier, vous avez beaucoup raconté la vie des autres, on l'a dit, la vie de beaucoup de femmes aussi. Il y en a qui étaient très célèbres et le sont toujours, comme Hillary Clinton. D'autres moins. Je pense notamment à la deuxième femme de Otto Frank, le père d'Anne Frank, Fritzi Geiringer, qu'on ne connaît pas forcément, qui elle est passée par Auschwitz, où elle a perdu également son mari et son fils. En quoi une rencontre comme celle-là, en quoi toutes ces femmes vous ont enrichi, vous ont donné des leçons de vie? Moi, j'ai eu beaucoup de chance, et en tout cas, j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 30 ans à Elle. J'y suis rentrée à la fin des années 80, j'ai été éditorialiste, j'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables, et j'ai écrit beaucoup d'éditoriaux sur les droits des femmes, sur les conditions des femmes dans le monde. C'était vraiment effectivement très orienté sur les femmes. Et c'est vrai que ça ouvre des horizons. C'est vrai que ça permet de voir, de rencontrer des gens ce métier en tout cas est absolument magnifique. Et pendant 30 ans, ça m'a effectivement enrichi. Je rencontre cette femme par hasard. Par exemple, je vais à Londres, je lis sa vie, je lis ses livres. Il y a une rencontre très, très émouvante, très forte. J'écris le papier. Cela dit, c'est vrai aussi que vous passez à autre chose ensuite assez vite, quoi. Mais parce que c'est notre métier, et vous le savez très bien. Mais il reste vraiment des choses très fortes, des choses qui m'ont vraiment enrichi toute ma vie et qui en fait m'ont construite, parce que j'ai construit probablement mon féminisme à travers ce journal et à travers les rencontres que j'ai faites. Il y a d'autres choses qui vous ont enrichi, ou plutôt d'autres êtres. Alors là, c'est une photo de famille avant de quitter la Tunisie dans les années 50. Et on voit à nouveau Michel, c'est la petite puce là qui est dans les bras de son papa qui la tient debout. Alors vous avez évolué dès l'enfance dans une galerie de personnages très étonnants de ce petit peuple de Tunis digne d'un théâtre de Pagnol, comme vous l'écrivez. Pourquoi vous avez eu envie de raconter leur histoire? Vous avez dit, Karen, au début de l'entretien, que j'avais beaucoup écrit, et dans Elle et dans mes livres, l'histoire des autres.
Et j'avais une histoire, mais je ne le savais pas. Et puis c'est un chemin, ce livre, La famille de Pantin. C'est un chemin parce que il y a une trentaine d'années, j'ai voulu écrire un roman sur ma famille. Et puis bon, le projet n'a pas abouti. Je l'ai rangé dans un coin, en me promettant que peut-être un jour, j'allais y retourner. Pas sous la forme d'un roman, mais sous cette forme-là, qui est à la fois un essai, un récit, à la fois personnel, et puis qui parle de l'histoire de la Tunisie. Ça me travaillait toujours. Vous savez, vous disiez la vie, les chapitres de la vie sont fabriqués ainsi que tout d'un coup, on ne peut pas faire autrement que d'écrire sa propre histoire. Et moi, j'ai suivi ce chemin à la recherche d'une identité qui est plurielle pour moi. Et il m'a fallu longtemps, hein, je vais avoir 69 ans demain, il m'a fallu tout ce temps pour arriver à écrire ce livre et à ramasser les fragments de mon histoire et de mon identité, de l'endroit où je suis née, de mon origine, et puis de tout ce qui m'a façonné. Et peut-être que j'aurais pas pu l'écrire avant, peut-être qu'il fallait que j'ai tout ça en tête pour pouvoir l'écrire, peut-être que le livre est riche de tout ça parce que j'ai un chemin qui est riche aussi. Ce chemin, comme dans peut-être la plupart de nos familles, il passe par les silences, par les non-dits. C'est pas une histoire qui est transmise comme ça au quotidien. Comment vous avez fait pour briser ces silences-là, pour aller au-delà des non-dits? Alors, il y a des silences, mais en réalité, on a l'impression que ce ne sont pas des silences, parce que vous savez très bien que dans les populations orientales, dans le Maghreb, chez les juifs tunisiens, enfin, ils sont connus jusqu'au cliché, jusqu'à la caricature pour leur volubilité, pour leur faconde, pour leur façon de parler, de s'exprimer, etc. En réalité, les gens parlent très peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de crème, beaucoup de bluffs, de choses, on vous raconte plein d'histoires et l'essentiel est tu, l'essentiel c'est quoi? C'est l'exil, c'est le départ, c'est ma grand-mère que j'écoute mais que je ne veux pas entendre, qui se plaint, qui arrive en 67 en France et qui est malheureuse d'être en France et que je ne comprends pas et je ne l'écoute pas. Je ne le veux pas l'entendre. C'est ma grand-mère aussi, toujours la même. Elle est là. C'est le couple là dont je parle dans mon livre, Albert et Sarah, et qui portent 2 petits enfants qui doivent être ma petite sœur et un de mon petit cousin. C'est elle qui raconte la guerre, qui raconte comment elle va chercher, quand les Allemands arrivent en Tunisie, qui envahissent la Tunisie pendant 6 mois, elle va chercher mon grand-père qui a été pris comme otage. Et elle se jette aux pieds de l'officier allemand, le suppliant de prendre son fils, mon oncle, à sa place. Enfin, heureusement qu'il ne l'a pas écouté. Et qui finalement finit par négocier et qui lui apportera tous les jours un couffin avec du couscous et de la cuisine qu'elle a. Donc ça fait une guerre comique. Elle n'était pas du tout comique, la guerre en Tunisie, ça a été terrible. Il y a eu des morts, il y a eu des camps qui ont été construits, il y a eu des bombardements. Mon père, à Sousse, a porté l'étoile jaune. Donc c'est des histoires qu'on vous raconte comme ça, avec l'air de ne pas y toucher. Et il faut aller au-delà pour essayer de comprendre de quoi c'est fait, quoi. Mais toujours, on passe du rire aux larmes, on rigole, et puis après c'est triste. Donc c'est pas tant des silences, parce que tout le monde veut bien parler, mais il faut savoir de quoi il parle. C'est surtout ça, l'histoire. Donc voilà. Donc un jour, je me suis dit, bon, alors de quoi parle-t-il? Et c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup étaient morts. J'ai la chance d'avoir encore mon père qui a 96 ans, qui aurait bien aimé être là ce soir, mais qui m'a dit, écoute, je suis un peu fatiguée pour sortir le soir. Pourtant, il est vraiment incroyable. J'ai eu la chance qu'il me donne son journal, ses souvenirs de jeune homme à Sousse pendant la guerre, par exemple. J'avais des notes prises il y a 30 ans quand j'ai voulu écrire ce roman, mon oncle, ma grand-mère qui m'ont raconté beaucoup de choses. Voilà, et puis je suis allée à la pêche aux souvenirs dans ma mémoire aussi. Les petites gens, justement, ils sont jamais dans les livres d'histoire. Et ça vous fait quelle émotion de nous les avoir offerts à la fois dans un roman et aussi là, au sein de ce musée, au sein du MAJ? C'est un tribut que je voulais leur rendre. En fait, moi, ce que j'avais envie de raconter dans la Tunisie, c'était que c'était un pays pluriel, que c'était pas un pays... les Juifs tunisiens n'étaient pas du tout une communauté homogène. Par exemple, mon arrière-grand-père, Simon, qui trône avec mon arrière-grand-mère, lui, c'était un amoureux de Victor Hugo et de Moïse. Il y avait d'ailleurs les 2 photos
qui trônait dans son salon. Il n'a jamais voulu être français, au contraire de mon grand-père Albert, qui tout de suite, en 1928, la loi Morino qui autorisait la naturalisation française a été promulguée en 23, et lui, en 28, il est devenu français. Donc, je suis née française, de parents français, ma mère était française. De la même façon pour mon père, mais il y a des juifs tunisiens qui sont restés tunisiens, il y a des juifs... C'était très, très hétérogène hein, comme communauté. Donc j'ai voulu à la fois raconter l'histoire des miens et l'histoire de cette communauté où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de strates, quoi, des religieux, des non-religieux, des juifs communistes, des juifs nationalistes, des juifs sionistes. Enfin, la Tunisie était vraiment un pays extrêmement intéressant pour ça. Et c'est par le biais de cette famille dont je parle dès le premier chapitre, puisque la famille de Pantin, c'est ma famille qui est morte, mais qui est enterrée à Pantin, donc c'est toujours ma famille, dont je parle d'eux, voilà, comme pour raconter cette histoire-là, l'histoire des Juifs de Tunisie et leur histoire à eux. Et pour revenir à votre question, hein, puisque j'ai fait quelques circonvolutions, je suis très heureuse de savoir que... dans mon livre, il y a Tante Pie, mon oncle Pape, enfin tous ces gens que j'aime énormément et à qui j'ai vraiment voulu rendre un hommage très très appuyé. On va poursuivre cet hommage, comme ça vous allez faire leur connaissance petit à petit. Alors on le disait, leur petite histoire, elle va être emportée par la grande histoire qui va véritablement les entraîner dans un tourbillon. Vous parliez de cette particularité des Juifs de Tunisie. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler de ceux du Maroc ou d'Algérie. Pourquoi elle est méconnue, cette communauté-là? Et présentez-nous peut-être en quelques mots les gens qui sont sur cette photo. Alors il s'agit de ma famille maternelle, mes grands-oncles et mes grands-tantes, qui sont les oncles et les tantes de ma mère, qui est au premier plan, qui porte cette fourrure, qui était une très jolie femme, voilà, qui s'appelait Suzy. La communauté tunisienne, pourquoi elle est méconnue? Non, elle est très connue. Vous avez la Michel Boujna depuis 30 ans, vous avez la Vérité si je mens, elle est connue comme ça. Elle est connue avec les clichés, elle est connue avec cette faconde, cet humour, tout ce que... Voilà, ce côté la taxe carbone pour aller vraiment dans le pire des pires. Enfin, voilà, il y a cette espèce de cliché qu'on trimballe tout le temps sur les Juifs de Tunisien, les thunes. Qui même d'ailleurs disent oui voilà on est des thunes, c'est nous, mais il y a autre chose aussi, voilà, elle n'est pas méconnue, elle est au contraire très célébrée dans ce cas-là de pur marrant, de rigolo, d'humour, de joie de vivre, de kiff, si on peut dire, voilà, il y a ça, il y a le reste, mais il y a ça aussi, donc pas si méconnu que ça en fait. Ce côté-là, non, mais leur histoire qui traverse la grande histoire, elle est peut-être un peu moins. Elle est particulière aussi. Alors en fait, vous savez, l'histoire des Juifs du Maghreb, elle est très particulière. Quand après la guerre et après la destruction des Juifs d'Europe, même quand les Juifs tunisiens ont voulu dire, voilà, on a eu les Allemands. Pendant 6 mois, ça n'a pas été très marrant. Ils ont quand même essayé d'exterminer les Juifs. Ils ont commencé d'ailleurs. Il y a des récits, ça a été documenté. Enfin, devant l'abomination de la Shoah, ils se sont tus. Ils n'avaient rien à dire. Ensuite, il y a eu les indépendances, la Tunisie, le Maroc, la tragédie de la guerre d'Algérie, le Maroc, la Tunisie différemment. Les Tunisiens n'ont pas été chassés de Tunisie, mais ils n'ont pas été non plus retenus. En Tunisie, il y a eu plusieurs vagues d'exil. Tous ces exils ont été des mini-tragédies sur lesquelles on n'a pas trop voulu s'appesantir, mais en réalité, oui, c'était chez eux, c'était leur pays, ils étaient là depuis 2000 ans et même plus, puisqu'on documente la présence, par exemple, des Juifs en Tunisie à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, mais probablement qu'ils sont arrivés avant. Donc ils ont eu une espèce d'amertume d'être partis, même, bon, voilà, la moitié sont partis en Israël, l'autre moitié en France. Il y a eu, on les a pas beaucoup documentés, on s'est pas tellement intéressé à eux jusqu'aux années 90. À partir de là, il y a eu des historiens, des sociologues qui ont commencé à s'intéresser à cette histoire, qui est une vraie histoire, qui n'est pas une non-histoire.
comme moi je l'ai cru pendant très longtemps. Il y a un sociologue qui, un des premiers, a écrit une histoire des Juifs de Tunisie, Paul Sebag, qui a vraiment été un des précurseurs dans cette longue série de retour à l'histoire et à la documentation des Juifs de Tunisie. Il y a eu une société qui s'est créée dans les années 90, la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Il y a beaucoup de choses. Moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à chercher de la documentation, il n'y avait pas énormément de choses. Aujourd'hui, c'est très riche. La documentation est très riche, y compris d'ailleurs à la Bibliothèque du Mage. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pas connu. C'est juste que moi, j'ai eu envie au fond, de vulgariser un peu tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'ai lu ensuite, tout ce que les gens peuvent lire aujourd'hui et peuvent trouver absolument partout. J'ai essayé de faire une petite synthèse historique à ma façon. Alors, on va continuer à les découvrir. Il y a cette photo qui est absolument magnifique dans vos archives. Ce sont vos arrière-grands-parents... Non, arrière-arrière. Arrière-arrière-grands-parents maternels, pardon. À quoi ressemblait justement Tunis à leur époque ? Je pense que c'était... Alors, attendez, lui, il était arrière-arrière-grand-père. C'était 19e siècle, milieu du 19e siècle. Je ne sais pas, c'était une ville arabe avec une communauté juive qui vivait dans la Hara, c'est-à-dire dans le ghetto juif de Tunis, qui était, où tous les juifs vivaient. Ils ont commencé à partir du ghetto au milieu du 19e siècle, à partir du moment où il y a eu le B a libéré les juifs de la dhimitude en 1867 et les Juifs ont commencé à pouvoir s'émanciper. C'était avant l'arrivée des Français et du protectorat et ils en ont profité pour quitter le ghetto et pour s'émanciper un peu. Et puis quand les Français sont arrivés, effectivement, ils ont commencé à apprendre le français. Ils sont allés dans les années, au moment où les écoles de l'Alliance israélite ont ouvert en Tunisie. Dans les années 1880, je crois, aller à l'école de l'Alliance, à quitter un peu ce ghetto, le judaïsme, la religion, pour s'émanciper. Et ils attendaient d'ailleurs, ils ont attendu la France avec une impatience non dissimulée, parce qu'ils sentaient bien que ces 11 siècles de dhimitude où ils étaient des sous-citoyens sous la férule arabe puis ottomane, je veux dire que la France allait vraiment, la France, puisque je dis toujours dire la France, je suis française, la France allait vraiment les émanciper. Et en tout cas, ma famille a vraiment saisi cette opportunité qui pour eux a été une chance et qui a été aussi ma chance, celle de mes parents et la mienne. Alors, il y a une autre figure qui est très intéressante parce que vous parliez justement de la judéité qui était vécue de façon très hétéroclite. Je crois que c'est le même, je pense que c'est le même. C'est le même ? Oui, il me semble. C'est pas Rai, il me semble que c'est le même. C'est Papaya. Papaya Rai, oui, c'est ça. C'est le arrière-arrière-grand-père. Oui. Il était rabbin, je crois. J'ai pas beaucoup d'infos sur lui. Je suis allée à la pêche avec mes cousins, avec mes grands-cousins. Je n'ai pas énormément d'infos, mais j'adore. Je trouve ça absolument... Il est magnifique. Il est absolument magnifique. C'était le père de mon arrière-grand-mère. Et les autres n'ont pas suivi d'études religieuses, vous ne savez pas Notre famille, en tout cas, mais c'est particulier, parce que, comme je vous le disais, il y a pas... chaque famille est particulière. Une dame, je crois, quand j'étais, je ne sais plus, à Cannes, est venue me dire, mais votre livre, j'aime bien, mais franchement, vous ne parlez pas beaucoup de religion. Je dis, oui, nous, c'est... En fait... J'y peux rien, on s'est déjudaïsé. Enfin, ma famille s'est déjudaïsée assez vite en suivant l'émancipation et en suivant la France, quoi. Donc on n'a pas été, enfin moi en tout cas, j'ai pas été élevée dans la religion. Mais déjà mon grand-père, mes deux grands-parents, et paternels et maternels, ont vraiment se sont écartés de la religion pour des raisons assez différentes d'ailleurs, et en suivant la France, et puis parce que pour eux c'était un signe de progrès, de la même façon qu'ils quittaient le ghetto, qu'ils habitaient après avenue de Londres, dans le quartier Lafayette, etc. Et mes grands-parents de la même façon à Sousse. Alors on a aussi Simon Rayat. Alors celui, c'est mon arrière-grand-père. Oui. Lui, il était absolument formidable. Il était mercier. Et comme dit un de mes cousins, ça lui allait aussi bien qu'un éléphant tricotant de la dentelle. Il ressemblait à Rému, il était très fier vaguement. Et alors, c'était vraiment... il était mercier, mais enfin, ça le passionnait pas tellement. Ce qui l'intéressait,
C'était plutôt, alors lui, d'aller jouer aux cartes, manger des sandwichs tunisiens, s'asseoir au café, rentrer déjeuner à la maison et être servi par sa femme et ses 3 filles. C'était vraiment un patriarche, un autocrate. Je l'ai à peine connu. Il est mort en 62. Il n'a pas voulu suivre ses enfants en France. Il est enterré en Tunisie. Quand je suis retournée l'année dernière à Tunis, je suis allée au cimetière du Borgel où il est enterré. Et j'ai demandé à la personne merveilleuse qui s'occupe des tombes au Borgel, qui s'appelle Enda Haddad, qui est une Tunisienne qui a appris l'hébreu pour déchiffrer les stèles, puisqu'il y en a beaucoup qui sont encore, dont on n'a pas encore, on ne sait pas encore qui est enterré sous ces tombes. Et lui, il est un petit peu à l'écart. Et donc j'ai demandé à Enda de nettoyer sa tombe parce qu'elle était vraiment très sale. Et puis, on a un WhatsApp avec mes cousins, donc, qui sont mes grands cousins, qui sont directement ses petits-enfants, alors que lui est mon arrière-grand-père. Et quand j'écrivais mon livre, un de mes cousins envoyait un texto. J'étais en train d'écrire, de réfléchir, et j'étais sur le chapitre de mes arrière-grands-parents, précisément. Et il raconte, dans ce texto, dans ce fil WhatsApp, que lui est allé au cimetière de Sarcelles pour nettoyer la tombe de sa femme qui est enterrée à Sarcelles. Et c'était concomitant, c'était fou. Pratiquement, ça s'est fait les mêmes jours ou la même semaine. Et ça nous a tous beaucoup émus de savoir que tout d'un coup, ces deux-là, par la magie de WhatsApp, d'ailleurs le groupe s'appelle Simon et Ninette, étaient enfin réunis, l'un au Borgel et l'autre à Sarcelles. Ninette, on va la voir. On l'a également en photo. Avec ma mère, elle est avec ma mère. Votre propre mère. Voilà. Et vous le disiez justement, c'est qu'à leur époque, une femme devait se marier, procréer et servir. Bah ouais, voilà, c'est comme ça que ma grand-mère, elle me disait, mais je comprends pas pourquoi tu sers pas ton mari. Et je lui répondais, mais il a qu'à me servir lui-même. Donc elle était très énervée. Ça c'était évident. Ma mère était très en rébellion contre ça. Ma mère était une rebelle. Et d'ailleurs, elle nous a élevés, ma sœur et moi, en mode vraiment, faites ce que vous voulez, faites des études. Alors, ça dépendait. Il y avait des jours où elle disait ne dépendez pas de votre mari, d'autres où elle disait épousez un mari riche. Alors, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire finalement. Mais voilà. Et c'est vrai, voilà, je viens de ces lignées de femmes-là. Enfin, je ne suis pas la seule. Une illustre juive tunisienne qui est Gisèle Halimi raconte, mais elle a une génération de plus que moi, puisqu'elle a été. Elle a été stagiaire en même temps que mon père, je crois que c'était au cabinet d'Elie Nataf à Tunis. Elle s'est vraiment révoltée contre sa mère, qui était beaucoup plus rétrograde et que ma famille. Mais c'est vrai que voilà, je viens de loin quand même. Hein. Alors Ninette, elle avait un truc, c'est qu'elle mentait à son mari et elle lui jouait des tours. Et le truc le plus rigolo, et ça je l'ai appris aussi par un de mes cousins qui avait bien voulu me confier ses souvenirs, il était très coquet, celui que, voilà, Simon, que vous voyez, vous avez vu l'autre photo, il avait toujours des chapeaux neufs, et puis un jour il cherche son chapeau, il part de la maison, il ne trouve pas son chapeau. Et donc il est très énervé, il sort de chez lui. Et il voit arriver le Roba Vecchia. Alors, le Roba Vecchia en Tunisie, c'était le type qui vendait des fripes. Je ne me souviens pas de ça, mais on m'a raconté qu'il partait dans les rues de Tunis en criant Roba Vecchia, Roba Vecchia. C'était les vieilles robes, les vieilles fripes. Et qu'est-ce qu'il voit sur la tête du Roba Vecchia? Son chapeau. En fait, l'histoire dira ensuite que c'était Ninette qui, pour se faire quelques sous pour aller jouer au rami, parce que c'était son péché mignon, avait vendu le chapeau au Roba Vecchia. En réalité, elle a toujours nié. Mais bon, on pense que c'est elle qui l'avait fait. Elle a toujours dit que c'était sa forme de rébellion, voilà, de carotter les quelques sous qu'il lui donnait pour faire à manger. Il faisait le marché, hein, comme tous les hommes à Tunis, mais pour faire des courses. Et puis la vente du chapeau que je trouve absolument génial. Donc finalement, elle aussi devait être une rebelle à sa façon. C'est génétique. Ça, c'est Sarah, la grand-mère maternelle qu'on avait déjà vue sur la photo de famille. Alors, quand vous étiez journaliste OL, vous le disiez, ou biographe d'ailleurs, ou même dans vos romans, que les figures de femmes sont très importantes. D'ailleurs, la grande histoire nous est toujours racontée principalement par les hommes. Que disent finalement toutes ces femmes, comme vos grands-mères, votre mère, de cette société tunisienne, juive tunisienne? Très patriarcale.
Les hommes commandent, il faut leur obéir. Elle a été mariée à 16 ans. Mon grand-père l'a rencontrée, je crois qu'elle sortait de l'école. Elle allait à l'école italienne et il est tombé. Elle était très belle, c'est une très très belle femme, très belle jeune fille. Il en avait 30, ça l'a pas gêné, il lui a demandé en mariage. Apparemment, elle était secrètement amoureuse d'un ami de son frère. Et voilà, 16 ans, mariée, ou 17 ans. 22 ans, mère de 2 enfants. Étonnez-vous après qu'elle ait fait une immense dépression. Mais pourtant, mon grand-père l'adorait. Hein. Il était très, très gentil. On disait, elle a de la chance, son mari la gâte beaucoup. Donc, alors, dans quel sens faut-il le prendre? Je ne sais pas. C'est vrai, mon grand-père était un homme très bon qui adorait sa femme, qui en était fou. Mais est-ce que ces femmes étaient heureuses? Je ne crois pas. Alors, bon, elle se consolait, elle mangeait beaucoup, elle devenait très grosse, elle jouait aux cartes, elle portait des fourrures. Mais elles avaient une vie somme toute agréable. Ce qui les a vraiment brisées, ce qui a brisé ma grand-mère, c'est l'exil. Elle est arrivée en 67, elle était déjà âgée. Ma tante leur a trouvé un appartement boulevard de Strasbourg. Alors elle n'était pas mécontente parce qu'elle pouvait voir la rue. Ça bougeait, il y avait du monde. Elle allait au café avec ses amis. Elle n'était pas trop loin du quartier de Montmartre où les Juifs tunisiens avaient l'habitude de se retrouver. Elle mangeait des glaces. Elle était très 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 gourmande. Elle disait, mais quand on lui disait, mamie, tu manges beaucoup de glace, elle disait, mais une si petite glace dans un si grand corps, ça, personne ne la verra. Et ça, c'était un peu l'humour de ma famille, où il y a toujours eu le sens de la répartie et des punchlines, comme on dit aujourd'hui. L'exil l'a tuée vraiment. Hein. Elle s'en est jamais remise, mais comme beaucoup de gens dont voilà, on le dit pas beaucoup. Ma Ninette est partie à Sarcelles avec ses enfants et elle pensait elle perdait un peu la tête et elle pensait qu'elle était en vacances. Donc elle regardait Sarcelles, elle cherchait à voir s'il y avait la mer. Et elle pensait non, certainement pas. Et elle disait, mais on reviendra, on va passer des bonnes vacances et on reviendra tous en bonne santé. Voilà. Donc c'est toutes ces histoires qu'on m'a racontées, que j'ai pu glaner, m'ont rendu assez mélancolique en fait. Et c'est à travers ces figures-là que j'ai compris ce que c'était l'exil. Et au début, quand j'ai sorti ce livre, j'ai été interrogée par une journaliste, ou peut-être pas une journaliste, mais quelqu'un qui animait des ateliers d'écriture et qui avait lu tous mes livres. Bon. Et elle me dit, il y a un point commun dans tous vos livres. Et je me dis, bon, elle va me dire que j'ai écrit des livres sur des figures de femmes, c'est banal, et voilà, et puis elle a raison, c'est vraiment ça. Et elle me dit, non, tous vos livres parlent d'exil. Et je réfléchis et je pense que toutes les figures féminines auxquelles j'ai consacré des livres sont effectivement des figures d'exilés et ES. Bon, voilà. Je lui ai demandé combien je lui devais pour la séance, mais finalement, ça m'a beaucoup travaillé, cette histoire d'exil. Et où finalement, on n'échappe pas à ce qu'on est, à ce qu'on a vécu, à ce que ses parents et ses grands-parents ont vécu, même si on essaye quand même désespérément de tracer des chemins de traverse. Il y a aussi Reine Fitoussi, et comme vous le disiez, l'histoire des femmes juives ou pas juives, d'ailleurs en Tunisie, on voit qu'à travers l'histoire, elles se sont progressivement émancipées pour devenir instruites, diplômées, exercer tous les métiers. Est-ce que, comme elles n'ont pas pu le faire, elles vous ont transmis cette force de le faire, que vous puissiez vous réaliser un jour? Alors Reine, je l'aime beaucoup, c'est la mère de mon père. Je l'ai très bien connue, comme j'ai très bien connu Sarah. Je porte son prénom d'ailleurs, je m'appelle Reine, comme elle, Sultana en fait. En arabe, elle s'appelait Sultana. Moi, on a traduit le prénom. C'était une femme très forte, toute petite, qui a même été, je crois, institutrice à l'Alliance. Qui vivait pour sa famille, qui cuisinait, qui n'était pas très riche, qui a eu 3 enfants, dont mon père qui était l'aîné, et oui, qui leur a insufflé une force. Elle s'est vraiment battue pour eux, pour qu'ils fassent des études. Ils ont tous les 3 très bien réussi. C'était des gens très ambitieux pour leurs enfants, et ça a vraiment, ils ont été ils ont beaucoup poussé pour que leurs enfants réussissent. Mon père est devenu avocat, son frère était ingénieur à Saclay. Enfin, donc c'était vraiment des gens qui avaient une très très grande ambition, et elle l'avait vraiment chevillée au corps. Il y a aussi vos parents, ça c'est mes grands-parents. Ça c'est vos grands-parents. Albert et Sarah. Vous les ressemblez quand même. Hein, je sais pas. C'était les fiançailles 1926. Regardez comme ils sont élégants. Des bourgeois de Tunis.
avec le costume de 3 pièces de mon grand-père. Et on voit bien qu'il y a une différence d'âge quand même. Hein. Il est presque chauve. Elle est tellement jeune et frêle et fragile. Je me dis, mais ma pauvre grand-mère, qu'est-ce qu'elle pensait, qu'est-ce qu'elle ressentait, fiancée à 16 ans ou 17 ans. Bon, c'était comme ça. Les filles n'avaient pas le choix. Elle a été heureuse. Hein. C'est le mariage à la grande synagogue de Tunis, que vous connaissez probablement, qui est une très belle synagogue, construite dans les années 30 par un architecte qui s'appelait Valenzi, je crois, si je ne me trompe pas, qui a une histoire très intéressante, cette synagogue de Tunis, que j'ai apprise en allant à Arcachon, figurez-vous. Non, c'est vrai. Il y a un mécène dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait Osiris Safra, je crois, qui a donné de l'argent, qui a donné des instructions pour qu'à sa mort, il était tuberculeux. L'Institut Pasteur construise des synagogues à travers le monde, dont la synagogue de Tunis. Et comme j'étais à Arcachon pour un salon littéraire, et d'ailleurs j'ai eu le prix de ce salon, le prix littéraire de la ville d'Arcachon cette année pour la famille Pantin, j'ai comme ça pu faire le swap entre Arcachon et Tunis par l'intermédiaire d'Osiris Safra, je crois, c'est ça. Hein, oui. Ifla, t'as raison, Paul. Voilà, j'ai aucune mémoire des noms. Daniel Ifla. Heureusement que t'es là. J'ai visité sa villa dans la partie haute d'Arcachon, puisqu'il était tuberculeux. Il a une histoire passionnante, d'ailleurs, lui. Voilà, donc ça, c'est mes parents, mon père, voilà, avec son Thalette, ma mère, visiblement très émue, ma grand-mère, qui marie son fils aîné, vous imaginez. Voilà, j'y étais pas, hein, je suis arrivée 1 an plus tard. C'était en 1953. Alors c'était encore aussi une époque, vous décrivez dans le livre, où les juifs et les musulmans cohabitaient, ils vivaient relativement bien ensemble. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous croyez toujours à cette fraternité, puisqu'il reste une toute petite communauté en Tunisie, il n'y a plus qu'à peu près 1500 personnes sur les plus de 100 000 qu'il y avait. Est-ce que vous croyez toujours à cette fraternité? Alors d'abord, je vais mettre un tout petit bémol, parce que moi, c'est vraiment une question que je me suis posée. C'est-à-dire, quand je suis partie en Tunisie l'année dernière, j'ai essayé de trouver des traces des Juifs, ou plutôt d'abord, je me suis dit des traces de leur présence, et puis je me suis rendu compte que c'était des traces de leur absence. Donc, vraiment, la présence juive a été assez effacée, hein, il reste très peu de choses. Si on cherche, on trouve, mais il faut chercher. Le Borgel, par exemple, est dans un état lamentable. Il y a des associations qui essaient de le remettre, de restaurer les tombes, mais c'est compliqué, il faut de l'argent. Pareil pour les synagogues. Les noms de rues, bien sûr, ont changé, etc. Et puis j'ai posé des questions. Comment on vivait en Tunisie entre juifs et arabes? Comment c'était là? Alors, ça dépend de votre orientation politique. Ça dépend de ce que vous pensez. Alors, on vous dit non, c'était génial, on était tous des communautés, tout le monde s'adorait, on vivait tous ensemble. Puis d'autres vous disent, ben non, on vivait ensemble, mais de façon parallèle. On ne se fréquentait pas. Donc, ça dépend des gens, ça dépend des souvenirs, ça dépend de la mémoire qu'on a. Ce que je sais simplement, c'est que ceux qui sont partis, regrettent toujours leur pays, et puis ceux qui sont restés oublient progressivement ceux qui partent. Et aujourd'hui, la situation est un peu compliquée en Tunisie. Hein. Il reste 1500 juifs, principalement à Djerba, donc c'est un peu les gardiens du temple, si j'ose dire. Il y a eu cet attentat terrible à l'Agriba. Il y a ce président qui a voulu faire voter une loi qui s'appelle la de la normalisation, merci, qui n'a pas été votée pour plein de raisons, qui sera peut-être votée, mais il n'est pas arrivé par hasard, et il a rien imposé à personne. Le Parlement voulait la voter, la société civile était pour. Cette loi, c'est en fait de pénaliser, de punir, de mettre en prison, par des peines de prison, tout citoyen qui aurait des liens de près ou de loin avec Israël. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour les Juifs de Djerba, qui ont tous de la famille, ou certains ont beaucoup, en tout cas, de la famille en Israël. Donc la situation des Juifs en Tunisie, là, il n'en reste pas beaucoup. Elle n'est pas très safe. Hein. On sait pas. En fait, de toute façon, la situation des Juifs aujourd'hui, je ne sais pas où elle est safe. Mais en Tunisie, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. Je sais pas. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Moshe Uzan, est-ce qu'il est là ou pas? Non. Je ne sais pas s'il est venu. Qui est un jeune Tunisien de Zarzis, juif tunisien, qui habite Tunis, donc. Qui a beaucoup fait pour faire venir les Juifs en Tunisie, qui a numérisé toutes les archives du grand rabbinat, puisqu'il est bénévolement
qui m'a dit une phrase très intéressante qui parle arabe, qui est tunisien, qui est vraiment la Tunisie est son pays, était son pays. Je ne sais pas s'il va rester. Il m'a dit, ils étaient tous frères, mais ils n'étaient pas beaux-frères. Et ça veut tout dire, en fait. Et ça veut dire cette ambiguïté entre des relations entre juifs et arabes en Tunisie, où je ne dis pas que c'était pas bien, je ne dis pas que c'était bien non plus. Ça dépend des gens avec qui je parle, et chacun a son idée là-dessus. Ce qu'il faut aussi vous le rappeler, c'est qu'il y a eu de nombreuses grandes villes comme Alexandrie, Berlin, Istanbul, Odessa ou Bagdad et Tunis, où il y avait d'énormes communautés juives qui étaient vraiment très importantes, dont il ne reste presque rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont apporté à ces villes ? De quoi Tunis est riche aussi de l'apport juif, de l'héritage juif ? Quand Maupassant est arrivé à Tunis, il a dit que c'est une ville juive, mais il l'a dit de façon un petit peu dépréciative. C'était un petit peu... dans sa bouche, c'était un peu péjoratif. Tunis a été une belle ville juive, et je crois qu'il y avait une communauté importante. Il y avait 100 000 juifs au moment de l'indépendance. Ceux qui ont le plus apporté, au fond, à la Tunisie, ce sont d'abord les juifs livournais. Les juifs livournais qui sont arrivés d'Italie, c'est une longue histoire que je raconte dans le livre et vous la connaissez évidemment, qui sont arrivés en Tunisie à la fin du XVIIe siècle, je crois, et qui n'étaient pas beaucoup, mais qui étaient des marchands, des gens érudits. Enfin, c'était les guerniers, on les appelait les granats, les juifs émancipés, les juifs qui avaient un peu quitté le judaïsme, les juifs qui étaient déjà éduqués et qui sont arrivés en Tunisie face aux Touansa, aux juifs tunisiens qui vivaient à l'arabe, qui n'étaient pas encore très émancipés. Et ceux-là, les Livournais, ont commencé vraiment à apporter à la Tunisie, d'abord aux juifs tunisiens et à leur corps religionnaire, des écoles, des dispensaires, une façon de vivre. Et ça a été terrible entre eux. Ils se sont détestés, il y a eu un schisme, ils se sont séparés. On a tous séparés, sauf le caïd qui est resté le même pour tous. Mais les Européens, c'est la première fois qu'on documente en tout cas une rencontre entre Européens et orientaux, en la personne des juifs livournais et des juifs tunisiens. Mais ceux-là, en tout cas, qui étaient une petite communauté, qui n'était pas beaucoup, 4 000, 5 000, ont vraiment apporté beaucoup à la Tunisie, et en tout cas une européanisation. Mais il y a eu d'autres communautés, pas seulement les juifs. La Tunisie était une mosaïque, en fait, une mosaïque de peuples, une mosaïque de gens qui sont arrivés et qui ont tous enrichi ce pays. Et qu'est-ce qui vous attriste dans le fait qu'il n'en reste presque plus là-bas ? Des juifs ? C'est une vaste question, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Ce que je trouve dommage, ils sont partis, voilà, il y a eu l'indépendance, ils sont partis. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne trouve plus de traces et qu'on n'en trouvera plus. Voilà, c'est ça qui est... Dans un pays, on a envie de savoir qui était, ce qui s'est passé, qui étaient les gens qui habitaient ce pays... pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels apports, les synagogues, les monuments, la culture, la richesse, etc. C'est ça qui m'attriste le plus. C'est l'absence de... Même s'il y a eu un petit mouvement avec les universitaires pour faire des colloques, pour rehausser la présence des Juifs en Tunisie, pour la raconter en tout cas, mais je suis assez pessimiste en tout cas. Je suis assez pessimiste. Est-ce que c'est ça la force d'un livre comme le vôtre, c'est de laisser une trace, leur trace ? Je ne suis pas assez prétentieuse pour le dire. Franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que deviendra ce livre. En tout cas, moi, je l'ai écrit pour la laisser. Maintenant, est-ce que ce livre restera ? J'en sais rien. Mais c'était important pour moi de l'écrire et de les raconter et de raconter leur histoire en Tunisie à travers leurs souvenirs et à travers les recherches que j'ai faites sur leur histoire. On le voit, vous l'avez mis en exergue de ce livre plusieurs phrases, dont celle de l'écrivain guatémaltèque Eduardo Halfon, qui dit que finalement notre histoire est notre seul patrimoine. Quel patrimoine juif est-ce que vos parents vous ont transmis ? Vous disiez ça s'est perdu au fil des générations, mais est-ce qu'il restait les fêtes ? Est-ce qu'il restait un sentiment d'appartenance ? Vous avez hérité de quoi ? C'est très compliqué dans mon cas. Parce que moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 5 ans. La seule chose qui m'importait, c'était que j'étais française. Et la Tunisie, pour moi, c'était un accident de parcours. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre mon histoire et cette histoire-là. Il m'a fallu très longtemps pour me réconcilier avec ma judéité.
C'est-à-dire à savoir que, oui, j'étais juive, mon père était communiste, athée, j'ai pas du tout été élevée dans la religion. Ma mère s'en fichait un peu. Il y avait évidemment les fêtes de famille, mais je suis pas fichue de réciter une prière en entier, j'en sais rien, je sais pas. Et puis de toute façon, je suis extrêmement... je suis très, pas du tout religieuse, ça m'intéresse très peu. En revanche, le sentiment profond de ma judéité est arrivé au fil du temps, au fil des années. C'est pas forcément mes parents qui me l'ont transmis, c'est peut-être le groupe familial, c'est peut-être les fêtes de famille auxquelles j'assistais régulièrement quand j'étais enfant. Nous, on était des juifs 2 fois par an, hein, Pessah et Kippour, et rien d'autre. J'ai appris qu'il y avait une multitude de fêtes juives très récemment. Enfin, je suis pas. Mais en disant ça, c'est pas. Je veux dire, je fais pas ma fière ou quoi. C'est comme ça. Mon identité juive, je me la suis façonnée, je me la suis créée. Je me la suis aussi créée en découvrant Israël il y a 30 ans. Ouais, je sais que c'est tard, mais c'est ce qui m'est arrivé avec mon deuxième mari. En aimant ce pays, en le découvrant vraiment de façon très intense. Donc, il n'y a pas eu vraiment de transmission consciente de la part de mes parents. Je veux dire que dans beaucoup de familles juives, dans la plupart des familles juives, il y a une transmission qui va de soi, qui passe par la religion, qui passe par beaucoup de choses. Chez moi, ça n'a pas été vraiment le cas. Il a fallu que je bricole. D'ailleurs, je le dis d'ailleurs, moi j'ai un judaïsme de briques et de broc. C'est un bricolage que je me suis fait. Et au fond, je ne suis pas mécontente de ce bricolage parce que c'est moi qui me le suis forgé. Et il est et plus ça va et plus je sais que c'est important pour moi. La seule chose que je regrette vraiment, et je m'en rends compte aujourd'hui avec ce qu'on vit depuis le 7 octobre, c'est que je ne l'ai pas transmis à mes parents. Beau lapsus. Je ne l'ai pas transmis à mes enfants. C'est-à-dire que le papa de mes enfants n'est pas juif, mais bon, il aurait pu l'être parce que vraiment c'est pas du tout un problème par rapport à ça. Mais disons que je n'ai pas transmis ce que j'aurais pu leur transmettre, voilà, Israël, le judaïsme, etc. Parce que moi-même, j'étais encore dans un questionnement d'identité, pas dans une recherche, mais enfin, j'avais pas, ce n'était pas dans ce que je pensais à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est pas simple. Voilà. On verra de toute façon. C'est pas très grave que ce que je pense et ce qu'ils pensent soit différent. Ça, c'est leur histoire et c'est la mienne. Voilà. Donc la transmission, au fond, elle est venue à la fois de façon comme ça impalpable. Et puis j'ai bricolé, et j'ai pris des tas de choses autour de moi. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de choses. Mais je tiens à la fois à mes origines tunisiennes, à mes origines juives tunisiennes, au fait que je sois française, et puis au fait qu'au fil du temps, moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit, je sais plus qui dit ça, les origines sont fixes, mais l'identité est un chemin. Voilà, pour moi l'identité est un chemin, et dans cette identité-là que je me suis construite au fil du temps, c'est très important, ces origines juives, tunisiennes, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. La France est très importante aussi. Et la République. On va en parler dans un instant, mais il y a aussi la figure de votre père, André Fitoussi, qui est très important. Vous le disiez là tout à l'heure, il vous a transmis son journal. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers ses écrits qu'il ne parvenait pas à vous transmettre oralement ? C'est pas qu'il parvenait pas, c'est qu'il n'a jamais rien dit. Et il avait 15 ans. C'était la guerre, il a porté l'étoile jaune parce que si à Tunis on ne l'a pas porté, dans le sud, enfin dans le Sahel on l'a porté. Il a vécu la guerre lui vraiment, il l'a prise de plein de fouet. Tout ça a été bombardé par les Alliés, il a été blessé, il a vu sa maison détruite, il a été obligé de partir, de quitter Sousse, d'aller se réfugier dans un douar avec ses parents. Ils ont connu la faim, ils ont connu vraiment la misère, ils sont arrivés à Tunis. Ça a été dans des conditions très précaires. Ça a été très très compliqué pour lui. Et je pense que cette guerre-là, d'un enfant de 15 ans qui est devenu tout d'un coup un adulte, l'a beaucoup marqué. Ça a été très... Et ça, je ne le savais pas. Je l'ai vraiment appris très très récemment. Il a 96 ans, donc il a fallu 80 ans pour que je le sache. Et vous en parlez aujourd'hui ? Et on en a parlé, oui, bien sûr, on en a beaucoup parlé. Mais
voilà, ça c'était... voilà, on découvre toujours des choses sur ses parents. C'est clair. Et vous disiez aussi, l'exil est au cœur de ce livre, au cœur de votre œuvre. Ça a été un déchirement pour tous. Ça a été vraiment quelque chose qui a eu un énorme impact. On parle de votre père, il y a aussi votre mère, évidemment. Quel a été l'impact physique, psychique de l'exil sur elle? En fait, c'est drôle parce que quand je pose la question, par exemple, à mon oncle et à ma tante, donc ma tante qui est la sœur de ma mère, eux, ils me disent pas du tout, on était très contents de venir, la France, c'était formidable, quelle chance on a eue, de quitter la Tunisie, au fond, on n'avait plus rien à faire là-bas. Alors, c'est très curieux. Alors, à la fois, ils étaient très contents de venir en France, et en même temps, ils ont recréé une petite Tunisie avec leurs copains, avec leurs habitudes, avec leurs restaurants, avec leurs blagues, avec leur humour, avec tout ce que moi j'ai connu enfant, que j'adorais. Hein. Vous parliez de transmission, cette transmission-là aussi, je l'ai eue, et elle a été très, très importante pour moi. Y compris dans l'humour et dans les. Après, je pense que ça a abîmé pas mal de gens aussi. Donc voilà. Et puis bon, ma mère, on va pas forcément en parler, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué aussi. Donc je crois que chacun dit des choses et puis en vit d'autres. Voilà. Donc de toute façon, c'est humain. Hein. On raconte pas tout d'un bloc. Bien sûr, puis on découvre des choses dans le livre aussi, on ne va pas tout vous dire. Vous l'avez appelé justement la famille de Pantin et non pas de Tunis. Pourquoi? Parce que, et c'est la scène inaugurale du livre, donc ils sont enterrés à Pantin, comme je le dis, pas à Montparnasse, pas ailleurs, Pantin. Bon, Pantin, pour eux qui sont arrivés directement dans le 16e, c'était pas si chic, mais bon, voilà, Pantin. Donc il y a mon grand-père maternel, Albert, ma grand-mère, Sarah, ils sont enterrés ensemble, mon oncle, ma mère, maintenant la femme de mon oncle, donc ils sont 5. Et donc quand on va à Pantin, et c'est toujours une scène très drôle que je raconte dans le livre au début, du premier chapitre, c'est-à-dire qu'évidemment, mais on n'est pas les seuls, hein, on a beaucoup de familles, on arrive et puis on se dit mais ils sont où? Et on les cherche. Et on les cherche, et on tourne, et on machin, et on a le plan, mais ils sont allés parce que Pantin, vous savez, ceux qui connaissent Pantin parce que leur famille est enterrée, c'est l'allée des érables centenaires ou l'allée des Troènes verdoyants. Enfin, je sais pas, il y a des noms absolument incroyables. C'est très beau. Hein. Donc, on passe notre temps. On est des Juifs errants à Pantin. On est là, comme ça, dans la boue. Il pleut toujours, et on les cherche, et on les cherche. Et on vanne, évidemment, on rigole. Et c'est comme s'ils n'étaient pas morts, en fait. C'est comme si on voulait pas les trouver parce qu'on n'a pas envie d'être planté devant une tombe et de se dire que, ouais, bon, il faut réciter un kaddish et puis qu'ils sont vraiment morts, quoi. Donc, on met un temps fou à les trouver. C'est ça que je voulais raconter. Une scène un peu drôle, un peu touchante, un peu troublante, un peu émouvante dans un cimetière parisien. Et pourquoi Pantin et pas Tunis? Parce qu'ils sont enterrés là, parce qu'ils sont plus à Tunis. Il y a que Simon qui est au Borgel, mais sinon, ils sont tous là. Et moi, quand ma tante est devant la tombe de mes grands-parents et qu'elle leur demande plein de choses, parce qu'elle a toujours une liste de courses, hein, c'est un peu son mur des lamentations. C'est-à-dire, il y a toujours... voilà, il passe son examen, il va avoir un enfant, machin, etc. Puis elle coche les cases, voilà. Mon oncle, il fait semblant de réciter le kaddish, mais comme il ne parle pas hébreu, il y a toujours un rabbin qui arrive et qui emporte le morceau. Et moi, je regarde les tombes et je regarde les noms des gens et je me dis, voilà, je sais pas, n'importe quoi, Tuile, Rothenberg, Walid Caïm, enfin, voilà. Et c'est qui ces gens? Ils viennent d'où? Quelle est leur histoire? Pourquoi ils sont là? Où ils sont nés? Et puis ils ont fini par atterrir à Pantin et à mourir à Pantin et voilà et donc je me pose des questions sur tous ces gens-là et je trouvais que pour raconter des Juifs dans l'exil, c'était bien de commencer par l'endroit où ils se sont enfin arrêtés et pas par l'endroit d'où ils sont partis. C'est ce que dit Albert Memmi, je crois. Tous ces gens savaient comme c'est fatigant de naître quelque part et de mourir ailleurs. Voilà, c'est un peu le destin des Juifs et c'est en racontant cette famille de Pantin qui n'a jamais habité Pantin, enfin, sauf c'est leur dernière demeure, donc finalement si, ils habitent Pantin, que je voulais raconter effectivement. C'est pour ça que c'est la famille de Pantin et pas la famille de Tunis. Et puis ça intrigue un peu. On se dit, mais c'est quoi cette famille de Pantin alors qu'elle va nous raconter la Tunisie et qu'il y a un drapeau tunisien et un immeuble qui ressemble au Majestic, mais qui n'est pas le Majestic sur la couverture, qui est d'ailleurs une très belle couverture. Et donc là, je rends
un hommage appuyé à mon éditrice, Paloma Grossi, qui a trouvé et la photo et la graphiste, qui a pu retrouver ce ciel magnifique de Tunisie, ce très bel immeuble art déco, et qui en a fait une couverture dont je suis extrêmement fière. On le voit dans votre livre ou dans celui d'Olivia El-Kaïm, qui n'est pas de ma famille, je précise. La fille de Tunis, je précise voilà, le titre. Qui avait fait le tailleur de Relisane oui. aussi, qu'il y a ce choc, parce que la France est vendue comme un mythe, une terre d'accueil, une terre de toutes les valeurs républicaines qui vous sont chères. Quel va être leur choc en atterrissant en France, en découvrant cette France, où vous d'ailleurs vous essayez d'être plus française que les Français? Je ne sais pas s'il y a eu vraiment un choc. Il y a eu, oui, il y a eu un choc des cultures, bien sûr. Il y a eu bon, alors je vais parler de clichés. On découvre que bon, il la connaissait souvent, la France. Hein, il y allait. C'était pas si loin, la Tunisie et la France. Bon, évidemment, il fait gris, il fait froid. On rigole pas tous les jours. Les Français vous traitent pas si bien, mais ils vous traitent pas si mal non plus. Donc on fait son trou. C'est pas non plus. On n'a pas à se plaindre, c'est pas. Ils ont été très courageux, ils ont les Juifs de Tunisie, d'ailleurs les autres, ceux qui sont arrivés en France, tous les Juifs du Maghreb, ils ont retroussé leurs manches, ils ont bossé, leurs enfants ont fait des études, ils ont réussi, comme on dit. Donc certains non, il y a eu de la casse, donc personne n'a eu à se plaindre. Mais à ce propos, en mois de mai, j'étais en Israël et j'ai fait 2 ou 3 conférences et il y a eu quelques émissions de radio. Et une jeune journaliste israélienne francophone m'a posé cette question qui m'a tellement fait rire. Et bon, vous allez voir pourquoi. Elle m'a dit, et quand vous, les séfarades, vous êtes arrivés en France, quelle a été l'attitude de l'élite ashkénaze? J'ai dit, mais on ne savait même pas ce que c'était. Et ça, c'est vraiment une question israélienne. C'était tellement drôle. Mais j'ai renoncé à lui expliquer. C'est un autre livre, encore ça. Ça. On le disait, vous êtes née française en Tunisie, en arrivant ici, en grandissant ici, en devenant adulte ici. Ça signifie quoi pour vous d'être française? Mais tout, c'est très important. Ça a été... mais tout, moi, c'est la dernière phrase de mon livre, c'est la chance inouïe de vivre en France. C'est énorme, c'est la République, c'est ce que la France a fait de moi, moi, j'ai fait des études en France, je me suis mariée avec un Français de France, j'ai été... je ne sais pas, pour les Juifs, en tout cas, de Tunisie, la France a été... d'autres, partout d'ailleurs, la France était tellement importante, la France émancipatrice, la France des Lumières, la France qui avait émancipé les Juifs, etc. Ça a été tellement important et ça allait toujours tellement... Je suis extrêmement attachée à Israël, comme la plupart des Juifs, comme beaucoup de Juifs, et même ceux qui ne le savaient pas, qui le découvrent aujourd'hui. Mais la France, pour moi, c'est vraiment mon pays, même si il y a toujours un petit décalage, minuscule, bien sûr. Mais c'est vraiment ça. Mes enfants sont français, mes petits-enfants sont à moitié espagnols. Ça, c'est une autre histoire et un autre chapitre. Voilà, et ça, c'est le mélange aussi des cultures que j'aime. Mais voilà, c'est un pays que j'aime, c'est un pays... Qui pour moi, dont j'épouse les valeurs, c'est un pays dont j'aime les... Bon, même si c'est un peu compliqué, mais oui, c'est important. Et je suis fière d'avoir cette nationalité, je suis fière de vivre dans ce pays, et je suis fière d'être française, oui, c'est important. Le mélange, on le retrouve aussi dans votre salive, puisqu'à un moment donné, vous faites, vous savez, ces fameux tests ADN qu'on peut acheter aux États-Unis, où on fait le petit test salivaire, on envoie la petite... Oui, sur Internet, c'est interdit, mais je l'ai fait. Et donc, votre test ADN va révéler que vous êtes à 85% juive tunisienne. J'avais pas de doute. Jusque-là, c'est bon. Et à 13% ashkénaze. Quand j'ai raconté ça à mes enfants, ma fille m'a dit « Vire, oublie ». Ouais, c'est bizarre. Mon compagnon est ashkénaze, peut-être qu'il y a eu une espèce d'affinité comme ça, mais c'est vrai que le choc des cultures est quand même... moi, je trouve que c'est plus encore intense, le choc des cultures séfarade ashkénaze que juif, séfarade et français de France. C'est là, vraiment, pour le coup, couscous contre carpe farcie. Je ne sais pas qui gagne par KO, mais...
En tout cas, ça dit quelque chose aussi des métissages juifs, parce qu'on dit souvent des juifs que ce sont des errants, évidemment, et on l'est, mais il y a aussi ce côté métissage d'avoir vécu dans plein de cultures, peut-être qu'il y a un arrière-grand-père ou grand-mère dont on n'a pas la photo voilà. Il y a eu du passage, oui, voilà. c'est ça. Qu'est-ce que ça dit de l'histoire juive Ça dit que ce métissage, on le retrouve dans ce pays en Israël. Et c'est pour ça que j'aime ce pays aussi. Parce qu'il y a des gens, quand je me balade dans les rues de Tel Aviv ou d'ailleurs, j'ai l'impression de rencontrer des cousins. Parce que les gens... alors, ça n'a pas été sans mal et tout le monde connaît toutes ces histoires très, très compliquées qui continuent encore aujourd'hui entre juifs mizrahi, juifs d'Orient et juifs ashkénazes. Et c'est très compliqué, effectivement, et ça se ressent aussi politiquement, mais ça, c'est un autre chapitre. Mais il y a quand même cette fusion, et qui est vraiment intéressante et qui est étonnante dans ce pays. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce pays, c'est que c'est l'histoire et la géographie du monde. Et les Juifs sont l'histoire et la géographie du monde. Et c'est ça qui est... Et c'est dans ce pays, précisément, que ça se retrouve. Est-ce que vous y avez retrouvé aussi quelque chose de votre Tunisie natale? Je crois que c'est le seul endroit au monde où on peut retrouver un petit peu de ça, un petit peu d'Orient, un tout petit peu d'Orient, de cet Orient-là, qui pour moi est fantasmé, hein, parce que je ne l'ai pas connu. J'avais 5 ans quand je suis partie, mais voilà, on parcourt Tel Aviv de haut en bas, il y a... Tout se mélange, la plage, la musique arabe, et puis la nourriture, et puis d'un autre côté, tout d'un coup, ça devient une ville un peu plus ashkénaze avec le Baos, etc. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment très passionnant. Vous le disiez, vous avez 40 ans en découvrant ce pays pour la première fois. Ça a été quoi votre premier étonnement? Vous en aviez sûrement des images, des préjugés. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné agréablement dans ce pays? Qu'est-ce qui vous a séduit? Le mélange des populations, le fait que c'était l'histoire et la géographie du monde, le fait que je rencontrais des gens tellement différents, le fait que j'avais le sentiment, pour un écrivain, pour une romancière comme je suis, que chaque personne que j'allais interroger allait me raconter un roman. Et ça, c'était très bouleversant. Que chacun avait une histoire de vie à raconter, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait traversé, quelle était son histoire. C'est ça qui était... j'avais l'impression de parcourir une bibliothèque dont les textes n'auraient pas encore été racontés ou écrits. Cette bibliothèque, on la retrouve aussi dans votre album de photos, parce qu'on revient à la petite fille avec son papa. Vous avez des souvenirs comme ça, toutes petites, de vos proches? Non, ça, honnêtement, ça, c'est des photos que j'ai découvertes dans l'album de famille. Je l'aime beaucoup, celle-là, mais j'aime bien parce qu'il y a une élégance, il y a les chaussures noires et blanches, tout ça. Il y a un soin, il y a une façon de vivre. On vit à la parisienne, on est dans une ville un peu provinciale, Tunis, c'est les années 50. Là, je dois avoir 1 an ou 2, je ne sais pas. J'aime bien cette élégance, j'aime bien cette façon d'être... voilà, et puis dans tous les albums, je crois, de famille, des familles, que ce soit d'ailleurs juives du Maghreb ou d'ailleurs, on retrouve dans ces bourgeoisies-là ce souci d'être à l'image, d'être élégant, c'est assez beau, je trouve. Voilà. Mais honnêtement, j'ai aucun souvenir de ce moment-là. Ou alors vraiment, c'est que j'ai une mémoire incroyable. En revoyant justement certains disparus qu'on a pu voir, ou cette petite fille que vous avez été, est-ce que vous ressentez ce que vous appelez la rasra? J'ai un très mauvais accent, je suis désolée. La rasra? Ouais. Non, la rasra, non. La rasra, c'est l'angoisse. On peut peut-être rappeler ce que c'est. La rasra, c'est l'angoisse, c'est quand vraiment, ce qu'on pourrait dire le flip, l'espèce de chose qui vous étreint, vous ne savez pas quoi, et j'ai la rasra, c'est ça... Je me sens pas très bien, quoi. C'est quelque chose qui est... c'est pas... Oui, c'est ça, c'est l'oppression, c'est indéfinissable, c'est... voilà... c'est les angoisses de la mère juive aussi? Non, c'est différent. C'est... si je demandais aujourd'hui comment vous sentez, comment les juifs en ce moment se sentent, on pourrait très bien dire, voilà, on a un peu la rasra. Voilà.
on n'est pas si bien que ça. Voilà, on n'est pas si mal, mais on n'est pas si bien. Voilà. Et est-ce que vous avez aussi une forme de mélancolie à fleur de peau en revisitant comme ça toute cette histoire? Non, je ne suis pas du tout mélancolique, pas du tout. Et je vais vous dire mieux, je suis extrêmement contente d'avoir raconté cette histoire, je suis extrêmement contente de m'être plongée dans ce passé, dans ses racines, dans tout ce qui fait que c'était ma vie, mon histoire, le passé de mes parents, de mes grands-parents et très au-delà. Mais je crois que quand j'ai terminé ce livre, et je me rends compte vraiment aujourd'hui, j'ai mis un point final à tout ça. On me dit, est-ce que vous allez retourner en Tunisie? D'abord, non. Vraiment et sûrement pas en ce moment. Mais non, voilà, c'est fini, c'est terminé. J'aime l'histoire de la Tunisie, j'aime notre histoire. Je ne suis pas très optimiste pour son avenir, mais en tout cas, j'y ai pas ma place et je n'y aurai jamais ma place, plus jamais ma place. Donc voilà, c'est terminé, c'est bien comme ça, et j'ai pas de mélancolie. Non, je peux avoir de la mélancolie sur autre chose. Je peux avoir de la nostalgie, et je le dis dans le livre, sur des moments que j'ai pas connus, que j'ai pas vécu, mais c'est plutôt une nostalgie littéraire de ces villes, de ces moments, de tout ce que j'ai pu lire et qui traverse mon imagination, et même de cette Tunisie où je n'ai pas vécu. Mais c'est cette mélancolie-là que je peux avoir, de ce que je n'ai pas vécu, pas de ce que j'ai vécu, parce qu'au fond, j'ai très peu vécu. Ce qui est très beau dans le livre, c'est que vous entremêlez tout le temps les vivants et les morts, les disparus. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos disparus? À mes disparus? Non, c'est eux qui me transmettent. C'est eux qui me transmettent leur force et leur joie de vivre et leur humour et leur façon d'avoir vécu. Moi, j'ai rien à leur transmettre. Moi, je continue. C'est plutôt à mes enfants que j'ai essayé de transmettre cette force-là et cette vitalité-là et cette force de vie. Voilà. Et à vos petits-enfants, vous aimeriez transmettre quoi de cette histoire dont vous faites tellement partie? Alors moi, j'ai un petit-fils à Paris, qui est à moitié espagnol, à moitié français, français, puis juif tunisien. Il a beaucoup de choses. Et puis, alors on lui a beaucoup parlé il a 2 ans, on l'a beaucoup parlé des boulettes de Tante Pim, et on l'a surpris récemment avec la pâte à modeler à faire des boulettes. Donc, je pense que c'est réussi, la transmission est bonne. C'est bon, c'est le bon chemin. Et léguer un livre comme celui-ci, c'est leur dire quoi aussi à cette génération des enfants et des peut-être futurs petits-enfants? Le livre est dédié à Abel, donc mon petit-fils, qui porte en lui tant de monde. Et je trouve ça formidable. Espagnol, juif, un peu catholique, un peu basque, un peu asturien, un peu lyonnais. Voilà, je trouve que c'est... je trouve qu'il a de la chance d'avoir tous ces héritages-là en lui, et c'est une partie de son histoire, mais pas toute, que j'ai voulu lui raconter. Et ce sera à lui d'écrire la suite. Alors, j'ai eu la chance de poser déjà beaucoup de questions à Michel Fitoussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient en poser également? Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Il y a monsieur au premier rang. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que votre histoire m'a énormément plu. Merci. Je m'y suis retrouvé complètement. Moi, je suis le dernier d'une famille de 5 enfants et je suis né en 52. D'accord. Donc, je suis votre grand frère. Mais au point où je trouve que vous avez piqué... je vous ai volé votre vie? Mon album de photos. Voilà. Et je découvre que j'ai une petite sœur, en fait. Parce qu'on a tous les mêmes photos. On a tous les mêmes photos, bien sûr. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai eu envie de les montrer. Quand Joseph Hirsch, qui s'occupe de l'auditorium, m'a demandé est-ce que tu as des photos, j'ai dit bah oui, j'en ai effectivement. C'est très émouvant. C'est très émouvant. La deuxième photo, notamment, où vous êtes une trentaine. À toute la famille, oui. C'est exactement ma famille. J'ai reconnu mon grand-père. Et c'est absolument... C'est saisissant. C'était peut-être vous d'ailleurs, hein, finalement. Mais je suis sûr. Allez savoir. Je suis sûr. Et puis, même nos pères, mon père aussi, il était très engagé politiquement. Alors c'est très étonnant parce qu'il s'est engagé auprès des Tunisiens pour l'indépendance. Et après, on lui a reproché, quand on a su qu'il s'était naturalisé français ainsi que nous, ses amis l'ont rejeté. Et ils lui ont dit, va-t'en. Et là, ça a été la plus grande souffrance, si vous voulez, de mon père. Il était très engagé auprès des Tunisiens
Et on lui a dit casse-toi. Et ça, c'est resté. Et vraiment. Et alors, pour en revenir à la toute fin de ce que vous avez dit, oui, on n'a plus du tout envie d'y retourner. C'est fini. Alors qu'on a eu quand même envie d'y retourner. On a cette histoire, comme vous dites. Moi, je me suis retrouvé en plein de choses, en fait, complètement. Il y aurait plein d'autres choses que je voudrais vous dire, mais je ne veux pas monopoliser le micro. Mais bravo, merci en tous les cas. Merci. Pardon, mais juste une petite anecdote. Papa aussi était très engagé. Un de ses meilleurs amis qu'il avait rencontré sur les bancs de la faculté de droit à Assas, c'était Jean-Habib Bourguiba, Bibi, le fils du président. Et comme papa était, quand il était à Tunis, son associé, c'était Ferid Jamel, qui était musulman. Il était très nationaliste, etc. Et donc, Bibi lui dit, quand ils reviennent en Tunisie, il faut que je te présente mon père. Et donc, papa rencontre le président, il était très intimidé. Et Bibi dit, voilà, papa, André est des nôtres. Et le président, mon père, vraiment extrêmement impressionné. Mais tu sais, papa, il a un problème, c'est qu'il est français. Et Bourguiba dit, mais qu'à cela ne tienne, un simple décret de ma part et vous redeviendrez tunisien. Et c'est là que mon père a compris qu'il fallait partir. On était en 59. Voilà, donc on ne l'a pas fait partir, mais il a compris que non, son avenir n'était pas en Tunisie, mais en France. Madame ? Alors moi, je suis née en 47 et je suis la parfaite thune, c'est-à-dire que je parle le judéo-arabe, je fais le couscous, la bkaïla, les boulettes, tout. Vous m'invitez ? Avec plaisir. Et j'ai la panoplie de toutes les expressions, les proverbes que j'essaye de transmettre à mes enfants. Et à vos petits-enfants, Ranin Douralik ? Absolument. Enfin, ma petite fille, elle est israélienne, donc son père lui parle hébreu. Je voulais juste corriger... La rasra et il y a hasra. Oui, bien sûr, c'est pas pareil. Bien sûr. Mais vous avez écrit la rasra, la même dans votre livre. Rasra, il faut l'écrire avec un H, H et pas R comme. Vous savez, quand il y a hasra, ça veut dire il y a longtemps. Je sais, mais. Je t'ai pas vu depuis longtemps. Bon. Mais quand on transpose en phonétique, c'est toujours très compliqué. Voilà. Bon. Je dois vous dire que Lucette Valenzi, qui est la pire des correctrices au monde, ne m'a pas corrigé cette petite erreur. Voilà. Alors bien sûr, j'ai adoré votre livre. Alors, je vous remercie. Je suis arrivée à 11 ans, donc j'ai des souvenirs plus importants que les vôtres. D'abord, vous avez un peu, en parlant, là, idéalisé les relations très amicales entre les Juifs et les Arabes. C'est faux. Non, je les ai pas du tout idéalisées. Vous avez dit on vivait en harmonie. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit ça, madame. Compris, non, j'ai dit ça dépend donc qui. Je veux dire, le sentiment ou l'impression diffère d'une personne à l'autre. J'ai vraiment posé des questions à tout le monde. Et certains disent on était en harmonie, d'autres disent on vivait côte à côte, d'autres disent on était ennemis. Oui. Personne ne répond à la même chose. Vous avez déjà été invité, moi j'étais jusqu'à 11 ans, on n'est jamais rentré dans une maison à l'école, on n'a jamais été invité. Dans un mariage, on n'a jamais invité des Arabes. Bien sûr. Ils étaient les commerçants, le cocher pour les voitures à cheval, les ouvriers. Ça dépendait des qui classes travaillaient. Sociales aussi, puisque par exemple mon père avait un associé musulman. Alors peut-être moi j'étais peut-être d'un niveau. Non, ça dépendait. Non, pas du tout. Je crois pas. Moi, place des Potiers, c'est dans les rues tout près de la rue des Protestants. D'ailleurs, j'étais pas dans les avenues. Et puis, on a eu beaucoup de tracasseries après l'indépendance. Il y a eu quand même des gens qui ont été égorgés. Nous, on est partis précipitamment avec une valise. Et on a eu droit de mettre une machine à coudre dans je sais plus, un container qu'un oncle nous a donc. Et moi, je ne suis jamais retournée parce que je garde en moi tous les souvenirs. Je sais qu'il ne reste rien. Ma fille est allée voir l'appartement où on a vécu. Évidemment, il était plus petit que ce que j'avais décrit. Et je trouve que retourner... Non, j'ai tout en moi, tout est là. L'Orient, les odeurs, les parfums, la danse orientale, j'ai tout, voilà. Et je regrette, voilà, je suis la dernière à parler le judéo-arabe. Mes enfants et même mon mari, qui n'est pas juif mais qui s'est converti pour dire je suis avec vous. Je regrette que ce sera terminé avec moi. Voilà.
Merci madame pour votre Il y témoignage. a une dame au milieu qui aimerait également nous dire quelques mots. Attends, Paul, tu voulais dire quelque chose ? Je le ramène juste après. Merci. Bon, d'abord, bravo pour votre livre. Merci, madame. Que j'ai adoré, ainsi que tous ceux qui l'ont lu autour de moi. Donc, moi, je vais poser une question. Moi, personnellement, je suis arrivée à 20 ans en France, en 68. C'était une belle année. Je voudrais savoir, lors de vos nombreux voyages, et de votre dernier voyage, est-ce que la jeunesse tunisienne connaît l'histoire de son pays et sait qu'il y a eu des juifs en Tunisie? Parce qu'il y a un universitaire qui fait lire la statue de sel d'Albert Memmi et les étudiants découvrent avec stupeur qu'il y a non seulement des écrivains, des peintres, etc. Mais voilà. Donc, Non. si vous y étiez l'an dernier, quelle est cette réalité, mais auprès de la jeunesse surtout? Alors, ils connaissent pas. Merci. Ils connaissent pas tout simplement parce que les livres d'histoire ne parlent pas des Juifs de Tunisie. N'en parlent absolument pas. Ça a totalement disparu des radars. Les quelques moments où on parle des Juifs de Tunisie, c'est précisément des universitaires. Il y a eu Habib Karzali, qui a été le doyen de la Manouba, qui a initié des recherches parce qu'il s'intéressait aux minorités, pas seulement les Juifs, il s'intéressait aux Grecs, aux communistes, etc. en Tunisie. Donc il a initié des recherches sur les Juifs de Tunisie. Il a d'ailleurs participé à quelques colloques en France, particulièrement avec la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, avec le NATAF, je crois même qu'il est venu hommage. Il y a Samia, dont j'ai oublié le nom parce que, pardon, j'ai une mémoire maintenant pleine de trous, c'est monstrueux, qui, elle, a des doctorants et fait découvrir la littérature des juifs tunisiennes à ses doctorants. Elle n'aime pas du tout Albert Memmi. En revanche, elle voue un culte à Colette Felous et à d'autres écrivains. Donc je l'ai rencontrée. D'ailleurs, elle a écrit une anthologie de la littérature tunisienne. Et dans cette anthologie, elle consacre un chapitre entier à la littérature juive tunisienne, mais pas seulement contemporaine, mais elle repart de Rivel et de tous ces écrivains qui écrivaient en judéo-arabe. Donc voilà, donc il y a quelques îlots comme ça. Je crains fort qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, ces mêmes universitaires, et j'en ai eu un témoignage de la bouche même de Claude Nataf qui était extrêmement peiné de cette histoire, ne retournent brutalement leur veste. Pour ne pas dire plus. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui, depuis le 7 octobre. Donc voilà. Mais il y a eu des tentatives. Honnêtement, il y a eu des tentatives parmi les étudiants à la fac. En revanche, dans les livres d'histoire classiques, les enfants n'apprennent absolument pas l'histoire des Juifs en Tunisie. Ça n'existe pas. On ne la raconte pas du tout. Absolument pas. Paul ? Oui, moi je voulais ajouter, j'ai été ennuyé d'interrompre la grande catharsis judéo-tunisienne qui était en train de se produire dans la salle, compte tenu de la composition du public. Je pense que tout le monde a lu le livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je voulais ajouter que ce que moi j'ai trouvé très, très beau et très intéressant, c'est qu'au-delà de l'histoire familiale Fitoussi, il y a aussi un vrai travail historiographique sur l'histoire de la Tunisie. C'est entremêlé d'ailleurs stylistiquement, c'est très original et c'est très agréable à lire, mais c'est une vraie histoire de la présence juive en Tunisie. Ça n'est pas que l'histoire familiale de tes deux familles, des grands-parents des deux côtés. Et de ce fait, c'est un livre très intéressant aussi. C'est ce que je voulais absolument, c'est-à-dire que je me suis servie de mes deux familles en fait, mais j'avais vraiment, mais pour moi d'ailleurs, j'avais vraiment envie. Moi, je sais que ma première épiphanie en Tunisie, puisque moi je voulais pas du tout être juive tunisienne, ça a été Carthage, évidemment. Moi, Hannibal, Hamilcar, c'était mes tontons. Donc, quand j'ai découvert ça en classe de 5e, et je suis allée tout de suite, mes grands-parents vivaient encore en Tunisie, à Carthage, dans les ruines. J'ai dit, ah, mais c'est incroyable. Voilà. Et j'ai voulu retrouver cette espèce d'émotion que j'ai eue quand j'ai découvert l'histoire de la Tunisie et savoir quelle était l'histoire des Juifs de Tunisie. Donc, j'ai lu... comme je fais parce que je suis toujours obsessionnelle et monomaniaque quand je m'empare d'un sujet, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Je suis même allée, je te rappelle, parce que je suis venue ici parce que je cherchais désespérément des traces du Rida, ce rabbin palestinien qui vivait à Hébron et qui a vécu 1 an et demi en Tunisie et qui a documenté parfaitement l'histoire de la Tunisie et l'histoire des rapports entre les Livournais et les Touansa. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé. J'ai cherché désespérément ce livre où il raconte cette histoire, le livre de la bonne tournée, tome 1,
et je ne l'ai jamais trouvé. Mais bon, voilà. Donc pour dire que vraiment, c'est vrai que j'ai eu envie et j'ai eu à cœur de raconter beaucoup de choses qui m'ont, moi, passionnée et intéressée. Et comme chaque fois que j'entreprends et que je commence un livre, je me dis, si moi ça m'intéresse, peut-être que ça va intéresser les autres. Et c'est comme ça que j'ai aussi abordé ce livre en cherchant l'histoire, en cherchant notre histoire, dont je pensais qu'elle n'avait aucun intérêt et dont je me suis rendu compte qu'elle était en tout point passionnante. Alors pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore lu, sachez que Michel Fitoussi se fera un plaisir de vous le dédicacer à présent si vous le souhaitez, ou de poursuivre ces discussions avec vous tous. En tout cas, merci beaucoup Michel, et merci à vous pour votre attention et bonne soirée. Merci.